Alors bonjour à tous, bienvenue dans la partie évaluation de notre formation sur les opérations de marchand de biens. Dans cette section, nous allons plonger dans l'analyse de rentabilité de vos opérations immobilières. C'est une étape cruciale pour garantir que vos investissements soient rentables et contribuent à la croissance de votre portefeuille. Comme expliqué lors de l'étape de la prospection, j'ai l'habitude de réaliser une rapide analyse de rentabilité pour chaque bien avant de planifier une visite pour celui-ci. Et lorsque l'on visite des centaines de biens comme moi, il est important de consacrer son temps à la crème de la crème et de ne pas perdre son temps à visiter des biens qui ne seraient pas ou peu rentables, peu importe la stratégie adaptée ou même en cas d'une baisse de prix importante. Pour cette rapide analyse, comme pour mon analyse complète, j'utilise mes tableurs Excel auxquels vous avez accès et qui se trouvent dans la partie ressources de cette formation. Une fois que j'ai visité le bien, j'essaye dans les meilleurs délais, idéalement le même jour, de réaliser une étude de rentabilité la plus précise possible. Ne pas attendre me permet d'avoir le bien encore en tête et de me souvenir des spécialités de chaque bien, mais aussi de me positionner et de soumettre une offre d'achat le jour même si le bien m'intéresse. Alors attention tout de même, si vous débutez et que vous pensez avoir trouvé une bonne affaire, il peut être utile de planifier une seconde visite avant de soumettre une offre avec les corps de métier compétents qui pourront vous donner un second avis sur l'état du bien, les travaux auxquels il faut effectivement prévoir et leur coût. C'est leur métier, la plupart du temps, ils seront ravis de venir vous épauler et vous donner leur avis, puisque c'est eux qui vont le faire dans tous les cas, donc c'est pas dans leur intérêt de vous mentir. Vous perdrez peut-être un petit peu de temps et peut-être même que le bien ou deux biens vous passeront sous le nez en étant vendus à d'autres personnes plus réactives. Mais en revanche, cela vous évitera peut-être une grosse erreur à côté de laquelle vous êtes peut-être passé à côté. Peut-être que quelque chose que vous pensiez qu'on pouvait faire d'une certaine manière, votre artisan, votre entrepreneur vous dira que ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même des choses assez importantes. Si vous n'avez jamais fait de projet, pour moi c'est absolument essentiel de se faire épauler lors d'une seconde visite. Ne demandez pas à vos corps de métier, à vos entrepreneurs de venir à chaque visite. Ils n'ont pas que ça à faire non plus. Mais dans le cas d'une revisite, ça peut être super intéressant. La rentabilité d'une opération de marchand de biens, elle est assez simple à calculer, car l'opération, elle ne s'étend pas dans le temps. On n'est pas ou peu embêté avec l'appréciation, l'amortissement, les frais, etc. Et un petit peu à la méthode d'un commerçant, il nous suffit de calculer le coût total de notre produit terminé avec le prix de revente. Donc, afin de vous expliquer la calcul de rentabilité d'un projet de marchand de biens, je pense que le plus simple, c'est de donner un exemple. Donc, on va prendre une maison mitoyenne, peu importe le nombre de chambres et la commune, mais on va dire qu'elle est en Wallonie, afin de respecter les 12,5% de frais d'enregistrement. Donc, on va faire l'acquisition de cette maison dans des conditions standards et il nous faudra d'abord comptabiliser la partie acquisition du bien. Donc, pour ce qui est de la partie acquisition, on a évidemment le prix d'achat. On va supposer, pour l'exemple, qu'on l'achète au prix très simple de 100 000 euros. Il y aura des frais d'enregistrement. Donc, la règle de base, on suppose que peut-être vous l'achetez en société, ce genre de choses. Donc, ce sera du 12,5%. On ne va pas prendre en compte l'abattement, puisque ça, c'est dans certains cas, pour les personnes physiques, que ce soit sur les frais d'enregistrement ou le taux réduit. On va ensuite avoir les frais d'acte de vente que vous pouvez calculer sur le site des notaires. Je vous montrerai après comment le faire. Dans cet exemple, on sera à plus ou moins 2 000 euros. Les frais d'acte d'hypothèque, si vous faites appel à un financement, encore une nouvelle fois, on va être environ de 2 000 euros. Les frais d'acte de main levée, si vous faites appel à un financement sur un budget plus important, combiner une inscription hypothécaire et une inscription main levée, ça peut être une technique intéressante dont je vais vous parler plus tard, qui pourrait vous permettre d'économiser tout simplement plusieurs milliers d'euros, puisqu'en fait, les frais d'inscription hypothécaire sont proportionnels au montant qui est hypothéqué. Donc, si la banque peut vous faire un 50-50, c'est évidemment à votre avantage. Souvent, c'est quelque chose qui est proposé aux clients qui ont déjà un historique, déjà réalisé quelques opérations en partenariat avec la banque, et à qui la banque fait confiance. Moi, par exemple, aujourd'hui, on fait l'inscription hypothécaire minimum et tout le reste en main levée pour que ça me coûte le moins cher possible. En fonction de votre banquier et de la relation que vous entretenez, vous allez également avoir des frais de dossier bancaire qui vont aller de 100 à 600 euros. Moi, la plupart du temps, ils me sont offerts parce que j'ai une assez bonne relation avec mon banquier.
Les frais de courtier, si vous avez fait appel à un courtier pour l'obtention de votre crédit hypothécaire. Donc dans ce cas-ci, on va mettre qu'il n'y en a pas. Une assurance incendie qui sera obligatoire. On va compter 550 €. Et dans notre cas, une assurance tout risque chantier que je recommande absolument à tout le monde. Voilà, donc on est sur environ 850 €. Ça fonctionne avec une grille tarifaire qui est prédéfinie. Et en fonction de la taille de la maison, le nombre de chambres, le nombre de pièces, vous arriverez plus ou moins dans ces tailles-là. Ensuite, des frais annexes qui peuvent survenir, je les ai mis à titre informatif, que ce soit géomètre, vie de maison, conditions spéciales selon les négociations. Vous auriez pu avoir des frais supplémentaires ou pas en fonction de la condition de la maison. Les taxes applicables et le précompte immobilier de l'année en cours. Ici, j'ai mis 400 €. On va supposer que c'est votre quote-part qui est due, puisque c'est en fait calculé au prorata. Tout ça, c'est le travail du notaire. Vous n'avez rien à faire. On va en discuter dans le processus des démarches administratives et du processus d'achat. Mais déjà là, on se rend compte qu'on est bien au-dessus des 100 000 € annoncés comme prix réel et que notre prix d'achat effectif, une fois les frais d'acquisition comptabilisés, sont de 120 400 €. À noter que chaque bien immobilier comporte des subtilités, les conditions de vente de chaque bien sont donc flexibles à celui-ci. Peut-être sur certaines opérations, il vous sera demandé des frais exceptionnels ou originaux du type assainissement de sol, des frais de géomètre, vider la maison, etc. Une fois que le bien nous appartient et que nous disposons des clés, celui-ci nous pouvons entamer sa rénovation, pour laquelle nous attribuons un budget théorique de 50 000 € qui permet de mettre la maison en ordre d'un point de vue technique et lui offre un rafraîchissement esthétique complet permettant de créer la valeur. On ne va pas rentrer dans le détail des rénovations dans cette vidéo puisque les travaux seront l'objet de la prochaine section, mais imaginons simplement que sur base des frais nécessaires et des devis reçus, notre budget de rénovation s'élève à 50 000 €. Alors ici, dans cet exemple théorique, on va calculer 50 000 €, mais ce chiffre, il ne doit absolument pas sortir de nulle part. Il est essentiel. D'ailleurs, la banque vous le demandera dans votre dossier bancaire, si vous choisissez l'option d'un financement, de baser l'entièreté de vos estimations, de vos projections financières sur des devis réels, tangibles d'entrepreneurs sérieux. Ça ne sert à rien d'avoir des devis à 10 000 € parce que vous avez pris un guignol et en fait, ça va vous coûter 70 000 € parce qu'il a compté un matériau sur 10. Donc, à ce moment-là, le coût de revient du bien, il s'élève maintenant à 170 400 €, c'est-à-dire les 120 000 € du prix d'achat, plus les 50 000 € théoriques de cet exemple dans le budget travaux, et on a évidemment le budget total. L'objectif est maintenant de dégager un profit de ce processus et donc de mettre en vente notre bien sur le marché. Là aussi, lors de la mise en vente du bien immobilier, plusieurs frais applicables ou non, selon la situation, sont à prendre en compte. Donc, on va continuer avec cet exemple. Pour être certain de ne pas faire d'erreur, on va décider de faire appel à une agence immobilière qui se chargera du processus de A à Z, c'est-à-dire de la mise en vente, la gestion des prospects et les visites, ainsi que les démarches telles que le compromis et les relations avec le notaire dans le cadre de ce dossier. Au passage, si vous êtes client de cette formation, notre agence immobilière Beurin Immobilier vous offre une réduction de 500 € sur toute mise en vente de vos biens immobiliers lorsque vous êtes client de la formation, donc n'hésitez pas à en profiter. Dans le cas de notre exemple, nous supposons que la maison se vend à un prix de 235 000 €. Donc nous évoquerons le processus de mise en vente complet ainsi que la fixation du prix de vente à la fin de ce module, mais en appliquant les différentes manières d'évaluation du prix de vente précédemment apprises, vous devriez avoir une fourchette plus ou moins proche d'environ 10 000 € maximum dans les deux sens de celui-ci. Ainsi, notre maison a été intégralement rénovée et pour mettre en avant le bien, nous décidons de réaliser un nouveau PEB. Pour celui-ci, et en plus des certificats de conformité électrique et gaz qui constituent les obligations légales, puisqu'il s'agit d'une nouvelle installation, dans notre exemple théorique, il est également possible de réaliser des certificats annexes tels que le Certibo, mais ceux-ci ont peu d'importance, donc personnellement je ne les fais pas souvent. Certaines études notariales demandent aux vendeurs de supporter le coût de rédaction du compromis qui s'élève à quelques centaines d'euros. Donc, toujours dans le cadre de notre exemple, on va avoir une commission d'agence de 3% hors TVA, qui sont sur 3% du prix de vente. On va avoir un certificat PEB, il faut compter environ 400 €, c'est assez onéreux.
un nettoyage de fin de chantier à 400 €, un certificat de conformité électrique à 250 €. La majorité du temps, il sera compris dans le devis lorsque vous faites une nouvelle installation électrique. Un certificat de réception gaz, là aussi, ainsi que des frais de notaire si applicable, par exemple la rédaction du compromis. Et puisque on va supposer que vous faites l'entièreté du processus achat, rénovation, revente tous les 2 ans, vous allez être éligible à la récupération d'une partie des droits d'enregistrement, donc c'est 3/5, soit 60%. Dans notre cas, on va récupérer 7 500 €. C'est en fait 3/5 des frais d'enregistrement de 12,5 qu'on avait payés lors de l'achat du bien immobilier. Donc, une fois qu'on a calculé tous ces frais qui sont liés à la vente de notre bien immobilier, on a notre coût total qui s'élève maintenant à 180 400 €. Comme le processus a duré moins de 2 ans, on vient d'en discuter, on récupère 3/5 des frais d'enregistrement, ce qui veut dire que le tout total est alors de 180 480 moins 7 500, soit un coût final de 172 980 €. Pour ce qui est du bénéfice, c'est assez simple, c'est 235 000 €, soit le prix de revente, moins le coût final est égal à 62 000 €. Si on a réalisé l'opération en fonds propres, la rentabilité est très simple à calculer, c'est notre bénéfice divisé par notre coût total. Dans ce cas-ci, on arrive à 35,8%. En revanche, dans cet exemple, on a fait appel à un financement bancaire qui nous a permis de ne pas apporter l'entièreté du budget, mais uniquement 30% de celui-ci. Dans des conditions standards, c'est ce que la banque va vous demander, soit 51 894 €. Et dans ce cas, on a alors une rentabilité sur notre argent de 119%, puisque la rentabilité, le bénéfice reste le même, mais il est divisé par seulement 51 894 €. Si au contraire, nous avions choisi de ne pas faire appel aux banques, nous aurions économisé sur les frais liés au crédit, soit les frais d'acte d'hypothèque, de main levée et les intérêts que nous estimons à 4 100 € sur cette opération. Notre coût total est alors de 168 880 €, nous permettant d'augmenter le bénéfice monétaire maintenant porté à 66 120 €, donc 3,4% d'augmentation. Et dans ce scénario, c'est à nous à apporter l'entièreté du budget, car nous avons choisi de ne pas bénéficier de l'effet de levier des banques, et la rentabilité est alors de 66 120 divisé par 168 880 € pour un rendement total de 39,15%. Cet exemple, il démontre parfaitement l'utilité et le pourquoi nous faisons appel à l'effet des leviers via l'intermédiaire de crédit pour la réalisation de nos opérations immobilières. Il permet de multiplier la rentabilité sur notre argent, et dans l'exemple que je viens de vous citer, faire appel aux banques permet plusieurs avantages. La personne qui n'a que 51 894 € peut réaliser l'opération et encaisser la plus-value sans disposer de l'entièreté du budget. La personne qui a l'entièreté du budget peut réaliser plusieurs opérations au même moment et ainsi faire travailler son capital à plus haut rendement via l'intermédiaire de plusieurs projets ou de projets plus conséquents. Imaginons que cette personne qui dispose de plus de 3 fois le capital requis choisisse de le répartir sur 3 opérations similaires. Au cas théorique, elle encaisserait alors un bénéfice de 3 fois 62 000 €, soit plus de 186 000 €, pour encore moins de trésorerie utilisée que si elle avait réalisé l'unique opération en fonds propres. Cette stratégie a aussi l'avantage de proposer une diversification du risque et d'assurer une tournante plus importante. C'est ce que j'appelle le deal flow, similaire au cash flow, et il est selon moi tout autant, voire plus important. Aussi, il est essentiel de comprendre que la durée et la tournante sont des éléments clés de l'analyse de rentabilité. Plus vous pouvez réaliser d'opérations rentables en peu de temps, plus votre portefeuille immobilier se croira rapidement. La gestion efficace de votre deal flow, c'est-à-dire la capacité à trouver rapidement de nouvelles opportunités et à les conclure, est un atout majeur dans le secteur du marchand de biens. Si une opération A met 2 à 3 fois plus de temps qu'une opération B pour seulement X 1000 € de plus, il est probablement préférable d'opter pour l'option B, vous permettant d'encaisser un bénéfice plus faible et de basculer directement sur l'opération C, qui générera à son tour un profit. Donc vous aurez à ce moment-là le bénéfice B plus C, qui sera plus important que uniquement le bénéfice du projet A. Même si dans la majorité des cas, faire appel au financement externe reste la meilleure option, il arrive sur beaucoup d'opérations que le bénéfice est trop juste ou pas intéressant lorsque l'on fait appel à ceux-ci, car les frais liés à l'obtention du crédit sont proportionnellement trop importants. En revanche, lorsque réalisé en fonds propres, le bénéfice de la même opération peut tout à fait être honnête d'un point de vue monétaire, car il n'est pas grignoté en frais administratifs.
À ce moment-là, c'est à vous de réaliser un arbitrage de votre situation, du marché immobilier et de comparer cette opération aux autres qui s'offrent à vous. Si le projet est viable et a du sens financièrement, il n'y a pas de honte et il y a même tout intérêt à saisir l'opportunité, surtout dans des périodes de creux immobiliers, comme nous avons pu connaître ces dernières années après la pandémie. Avoir la trésorerie pour réaliser ces petites opérations encore et encore en fonds propres est aussi important pour votre réussite sur le long terme, car celle-ci s'additionne et constitue un revenu important.